Écoutez, merci. Merci d'être là, d'assister à cette antépénultième conférence sur, tiens, qu'il y en aura encore deux, en conférence sur l'inscription et le 15e anniversaire de l'inscription du repas gastronomique des Français sur la liste du patrimoine culturel et matériel qui, vous vous en souvenez, pour certains d'entre vous, j'en suis sûr, est intervenu le 16 novembre 2010 et qui, d'une certaine manière, la candidature française a ouvert la voie ou a été une candidature pionnière en matière de reconnaissance des patrimoines alimentaires, au moins pour ce qui concerne l'UNESCO. Le cadre de l'UNESCO permet depuis 2003 de faciliter la reconnaissance de pratiques, d'expressions, de rituels, de savoir-faire liés à l'alimentation. Et donc, le repas gastronomique des Français a été cette candidature sur laquelle nous allons revenir grâce à la présence parmi nous dans ce panel de notre table ronde de samedi, de Loïc Bianassi, qui au sein est historien et au sein de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, a contribué à la reconnaissance et à porter le dossier d'inscription du repas gastronomique des Français, mais également celui communément appelé de la baguette, et dont il faut préciser, je parle qu'il s'agit en fait des savoir-faire traditionnels et de la culture de la baguette française. Je parle sous l'autorité et la confirmation de ma voisine immédiate, Lily Martinet, qui, au sein du ministère de la Culture, a en charge le suivi, l'accompagnement et la valorisation du patrimoine culturel immatériel en France. Nous avons aussi la chance pour pouvoir développer cette spécificité, on va dire, de la pratique sociale du repas. Le secrétaire général des disciples d'Escoffier et certains des disciples ont fait la gentillesse d'assister à ces conférences, et je les en remercie également. Peut-être qu'en personne de Christian Euline, et je rappellerai que, enfin, je préciserai, on y reviendra, que dans un mois, jour pour jour, nous fêterons les journées Escoffier dans cette belle ville de Villeneuve-Loubet et dans la maison natale d'Auguste Escoffier. Et on verra comment un certain nombre d'initiatives de ce personnage important dans l'histoire de France et dans l'histoire de la cuisine française ont permis d'asseoir, de conforter notre candidature en direction de l'UNESCO. Nous avons à la gauche de Christian Euline le maire de Rungis, qui est venu en voisin, en fidèle des rendez-vous du village international de la gastronomie, et qui est également, merci Cyril, et qui préside également le syndicat de la Cité internationale de la gastronomie Paris-Rungis, qui, vous le verrez, est un des éléments moteurs, une des mesures phares qui découle de la reconnaissance et de l'engagement que la France a pris vis-à-vis de l'UNESCO. Nous aurons l'occasion de développer le plan de gestion ou plus spécifiquement les mesures de sauvegarde. Et comme vous l'avez noté, on parle ici beaucoup d'alimentation, de repas, de gastronomie. Il nous fallait quand même un chef, puisque là, nous sommes tous, pour ma part en tout cas, un beau parleur et pas assez chef. Et on a la chance d'avoir avec nous Alain Fontaine, à la fois patron, il faut me rappeler le nom, Mesturé, ma langue a fourché, pardon, de restaurant, et également acteur engagé, très mobilisé en faveur de la reconnaissance d'un certain nombre de lieux agréables dans lesquels les Français se retrouvent régulièrement, et les Françaises aussi, les bistrots, les cafés et les terrasses, et qui a récemment rejoint l'inventaire national du patrimoine culturel et immatériel, ce qui me permet de revenir à ma voisine immédiate, Lily Martinet, et peut-être confier le micro pour revenir sur la naissance de ce principe du patrimoine immatériel en France. D'abord, quelle a été l'évolution? Nous sommes tous plus familiers avec le Mont-Saint-Michel, Notre-Dame, on l'a vu, ou le château de la Loire, et donc ce patrimoine bâti, et peut-être un petit peu moins avec le patrimoine immatériel, que l'on appelle désormais le patrimoine vivant. Donc petit retour sur la genèse de l'émergence de cette notion en France. Et on n'a pas 2 heures, et peut-être aussi sur la scène internationale grâce à l'UNESCO et la Convention de 2003. Lily. Merci beaucoup.
Et là, c'est bon. Merci beaucoup, Pierre. Merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. C'est un plaisir. Et la notion de patrimoine culturel et matériel, elle va être introduite en France en 2006 avec la ratification d'un instrument international qui est la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. C'est un instrument qui a été adopté par l'UNESCO, ratifié par la France et qui a donné naissance à une politique publique française de sauvegarde, valorisation et transmission du patrimoine culturel immatériel présent en France. Et j'insiste sur le fait qu'on parle de présence en France, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de sauvegarder le patrimoine culturel immatériel français, mais celui qui se trouve sur notre territoire. Donc il peut être d'origine extérieure à la France. On peut penser par exemple au Nouvel An chinois, à des pratiques qui sont issues de diaspora. Et cette politique publique, elle s'articule avec la politique internationale de coopération au niveau de l'UNESCO. Et en France, c'est le ministère de la Culture qui assure la mise en œuvre de cette convention. Plus concrètement, il s'agit d'identifier les pratiques, les expressions, les représentations qui sont présentes sur notre territoire, les communautés qui les pratiquent, qui les détiennent et qui les transmettent, et de mettre en place des mesures de sauvegarde qui vont venir documenter, valoriser, permettre un enseignement des pratiques. On peut penser à certains exemples de pratiques qui étaient sur le point de disparaître, comme par exemple la dentelle d'Alençon, où on avait très peu de dentelières existantes en France, et on a mis en place des formations pour réussir à avoir une nouvelle génération qui apprenne ce point extrêmement complexe à faire. Ça prend environ une dizaine d'années à maîtriser. Et on a dans cette politique publique un pan entier qui est dédié aux pratiques alimentaires, ce qui est assez complexe puisqu'on se retrouve finalement à travailler à un point de jonction entre le ministère de la Culture et le ministère de l'Agriculture. Donc ça demande une forme de coordination pour pouvoir mettre en place des mesures de sauvegarde qui sont efficaces. Parfait, merci. C'était on ne peut plus clair. Effectivement, ce patrimoine vivant. Alors, il faut savoir que pour ce qui est du patrimoine alimentaire, peut-être avant la convention de 2003 et sa ratification par la France en 2006, des restaurants avaient été inscrits au titre de l'inventaire, des lieux physiques bâtis, mais les savoir-faire. Alors, soit on était dans des reconnaissances de type labellisation de produits, IGP, AOP, que chacun connaît, mais pas de reconnaissance et surtout de mise en avant de ces politiques publiques de transmission et de valorisation. Je reviens spécifiquement au patrimoine alimentaire. Sur ce sujet, on va peut-être tout de suite passer le pas et savoir qu'à l'échelle internationale, c'est à partir de 2009. Donc la convention rentre en vigueur en 2006 et à partir de 2009, les premiers éléments sont inscrits. Et lorsque je disais tout à l'heure que la candidature française était une candidature pionnière, de fait, en 2010, le 16 novembre, 3 expressions des pratiques alimentaires de l'humanité sont reconnues. La diète méditerranéenne, la cuisine traditionnelle mexicaine et donc le repas gastronomique. Alors, le repas gastronomique, de quoi est-il le nom, cher Loïc ? C'est le nom d'une pratique sociale, avant tout. Ce repas gastronomique des Français, donc souvent on parle de l'inscription de la gastronomie française, qui est inexact. C'est donc ce repas gastronomique des Français. Ce qui agace l'UNESCO. Nous n'avons pas inscrit la gastronomie française. Tout à fait. J'y reviendrai tout à l'heure sur un autre sujet. Et alors c'est un type de repas festif, c'est un rituel, une pratique sociale, puisque l'UNESCO, il y a différentes catégories. Et parmi ces catégories, justement, il y a la notion de pratique sociale. Ça peut être aussi les savoir-faire artisanaux. Voilà, là, on est dans les pratiques sociales. C'est important d'avoir ça en tête. Et le dossier définit cette pratique sociale par différentes caractéristiques. Moi, j'ai l'habitude de dire que finalement, c'est ce repas gastronomique des Français, on pourrait aussi dire, c'est la culture française du repas. Il y a une culture suédoise du repas, une culture finlandaise, russe, ouzbek. Là, il ne s'agit pas de dire c'est la meilleure culture du monde, ça n'a strictement aucun sens. Il n'y a pas une hiérarchisation. Par contre,
il y a un type de repas, un ensemble de pratiques qui fondent l'identité de ce repas, qui ont été inscrits sur la liste du patrimoine culturel immatériel. Parce que ce qui est inscrit, par exemple, d'autres dossiers vont être des types de lieux de restauration. Je pense à la cuisine de rue de Singapour, vont être des plats, j'allais dire en apparence. Pour prendre l'exemple de la baguette, ce sont les savoir-faire, mais ce sont aussi ce qu'on appelle dans le dossier la culture de la baguette, c'est-à-dire tous ces rituels de consommation, la place finalement que ces rituels occupent dans la culture d'un pays. Parce qu'évidemment, il y a toujours une charge identitaire dans ces dossiers, c'est-à-dire qu'il faut que la communauté, en l'occurrence la communauté française, la communauté nationale, se reconnaissent dans cette pratique. Et le sentiment que finalement, cette pratique la représente et porte une partie de son identité. Ça aussi, c'est un élément crucial, cette notion de communauté dans tout dossier. Et donc, si on lit le repas gastronomique des Français, on voit qu'il y a un ensemble de caractéristiques, l'ordre des mets, la convivialité, on parle de discussion, le choix du bon produit, tout un ensemble de caractéristiques. Alors, moi, je parle souvent d'idéal type parce qu'il ne s'agit pas de dire que tous les Français, lorsqu'ils font la fête, suivent scrupuleusement ce rituel. C'est inexact. Par contre, tout le monde sait que finalement, il y a ce modèle vers lequel on peut tendre. Je vais prendre un exemple. Parmi les caractéristiques, on parle de l'accord des mets et des vins. Or, l'accord des mets et des vins, qui la maîtrise vraiment? Alors, on sait que maintenant, il vaut mieux mettre du blanc avec le fromage, etc. Bon, je veux bien, mais concrètement, qui est vraiment pointu sur l'accord des mets et des vins? Moi, pas, par exemple. Autour de cette table, Alain Fontaine n'en a pas douté, quand même. Non, certainement. Mais il y a des sondages qui montrent que, finalement, très peu de Français maîtrisent cela. Par contre, tout le monde sait qu'en effet, ce savoir, cette volonté d'accorder, c'est quelque chose qui constitue la culture gastronomique et ce vers quoi on peut tendre. C'est pour ça que je parle d'idéal type. Or, ça pourrait être totalement absent de ce qu'est l'idée d'un bon repas. Donc ça, c'est le premier point. Pour forcer le trait, la bonne bouffe entre amis pour fêter un diplôme universitaire, mais qui se fait sur un coin de table avec, je ne veux pas le qualifier, des pâtes, et c'est un repas gastronomique des Français? Difficile de répondre à ça. C'est un peu une question piège. Je ne pensais pas que tu me poserais des questions pièges. Est-ce que... Non, la réponse est oui. La réponse est oui. Alors, la réponse est oui. La réponse est oui, mais je dirais que c'est la pratique sociale qui réunit autour d'un moment festif. Tout à fait, mais comme dans le dossier, c'est défini selon un certain nombre de caractéristiques, tu vois, la succession des... je pense qu'on ne peut pas non plus réduire ça simplement au fait que ce soit festif et convivial. Et l'autre point sur lequel je vais insister, excusez-moi, je fais un peu long, c'est que, et c'est important dans la convention de l'UNESCO, c'est que ça évolue en permanence. Je vais reprendre l'exemple de l'accord des mets et des vins. Imaginons que cette convention ait existé il y a 35 ans. Je pense que c'est quelque chose qui n'aurait pas figuré dans le dossier il y a 35 ans. Parce que cette notion d'accorder les mets et les vins était beaucoup moins présente comme étant un élément de la culture gastronomique française. Je ne dis pas que c'était inexistant, hein, mais comme un marqueur clé de ces pratiques culinaires, moi je pense que ça aurait été beaucoup moins présent. Tout ça pour dire que ne pas imaginer, parce qu'un élément est inscrit, c'est une façon de dire désormais on n'y touche plus, c'est la définition et il n'évoluera plus. C'est même l'antithèse. C'est-à-dire qu'au contraire, la Convention dit que ce sont des pratiques recréées en permanence. Merci. Et merci Loïc. Et d'ailleurs, on va tirer ce fil et prolonger en disant quelles sont ces mesures qui permettront de rendre vivant, d'assurer la viabilité de l'élément inscrit. Mais au préalable, j'aimerais bien juste revenir un petit peu sur cette charge identitaire que tu as qualifiée, que tu as ainsi nommée, et qui n'est pas évidemment pas un gros mot, et qui parfois s'appuie aussi sur la profondeur historique, et donc sur les auteurs de transmission de cette culture culinaire, et au premier rang desquels les chefs. Alors on sait qu'en France, il y a une sorte d'aller-retour entre la cuisine, je parle sous le contrôle de l'historien que tu es, Loïc, les chefs inspirent certains d'entre nous lorsque le dimanche, on va préparer un repas du dimanche, mais également eux-mêmes s'inspirent des recettes. Il n'y a pas un chef
Alain, je pense, qui ne dit pas combien sa grand-mère, généralement, a été importante dans sa formation et comment il peut revisiter certains des plats qu'il a tant adorés et qui peut-être parfois ne retrouvera jamais exactement le même goût. Donc cet aller-retour montre que si le chef ou la chef en cuisine est important, lorsque Loïc parlait des communautés, on sait aussi que ce dossier a été porté par 65 millions de gastronomes, puisque c'est la communauté nationale qui est porteur à la fois de la transmission et de cette capacité à pouvoir célébrer le repas gastronomique, célébrer les moments heureux de la vie à travers un repas gastronomique. On a la chance d'avoir avec nous le secrétaire général des disciples d'Escoffier et donc d'avoir d'une certaine manière avec nous la mémoire d'Auguste Escoffier, qui, on le sait, est quand même extrêmement important dans la culture culinaire française par tout ce qu'il a apporté. Et peut-être que là, c'est le moment aussi de dire comment Escoffier peut-être, et je tends non pas la perche, mais je dresse la table avec les dîners d'Épicure notamment. Christian, à toi. Merci Pierre. Je crois que ce qui est la force d'Auguste Escoffier, c'est d'avoir structuré la gastronomie française. La gastronomie française a existé avant Auguste Escoffier, évidemment, mais Auguste Escoffier a été le premier à la structurer, et à travers, entre autres, le guide culinaire, et avec Césaritz, à définir le repas à prix fixe, le repas qui s'est transformé. Si on était avant, avec Antonin Carême, on avait une cuisine avec un service à la française, avec beaucoup de plats présentés. On est passé avec Auguste Escoffier à un repas structuré avec une entrée, un plat, un dessert à prix fixe. Et c'est peut-être ça la grande transformation. Après, Auguste Escoffier et Césaritz ont permis aussi l'ouverture du public dans les restaurants. Dans les restaurants de luxe, quand Auguste Escoffier travaillait, les femmes ne venaient pas. Les hommes emmenaient évidemment des femmes, mais ce n'était pas forcément les leurs. C'était plutôt leurs maîtresses ou leurs compagnes ou autres, ce qu'on veut. Auguste Escoffier, avec Césaritz, au Ritz en tout cas, et dans les palaces, ont créé un peu la restauration, la nouvelle restauration qui a permis aux femmes de venir. Et Césaritz disait, il faut, en dehors de la gastronomie, il faut aussi que les restaurants soient élégants pour que les femmes soient élégantes, pour que les femmes viennent et se plaisent dans les restaurants. Donc je dirais que le duo Césaritz et Auguste Escoffier ont permis d'ouvrir une nouvelle page de la restauration en France et à l'étranger. Après, vous avez dit quelque chose qui est vrai, c'est que Auguste Escoffier a dit une phrase qui est pour moi la plus importante, c'est de dire la restauration évolue. La restauration ne peut pas être bloquée à une époque, elle évoluera en même temps que la société. Et je dirais que c'est peut-être ce qui permet aujourd'hui dans notre association, qui est les disciples Escoffier, de se retrouver et d'avoir à travers Auguste Escoffier un visionnaire, parce qu'il est toujours à la mode, parce que justement, il n'a pas bloqué la restauration à une époque. Donc nous, on est très fiers dans notre association de défendre ces valeurs et de continuer à prôner la gastronomie comme il l'a définie à l'époque. Merci Christian. Je vais passer la parole aux praticiens, comme on dit dans le vocable aussi UNESCO, et revenir sur ce guide culinaire. Le guide culinaire, Alain, j'imagine qu'il a été le livre que tu avais à la table de chevet, et comment on l'utilise aujourd'hui, comment on s'en rapproche, on s'en l'éloigne, on le revisite. C'est la base. C'est la base. On l'apprend à l'école hôtelière. Et même quand on apprend sur le tas, parce que notre population de praticiens vient de deux maillages. L'un, c'est un maillage qui est complètement l'apprentissage, les écoles et autres. Et puis l'autre, des autodidactes. On a beaucoup d'autodidactes en France et beaucoup de gens qui viennent de l'apprentissage. Mais pour autant, les deux se retrouvent sur effectivement le guide culinaire, les bonnes pratiques, et tout ça, c'est dans des livres. Ça va d'Escoffier, en passant par Brillat-Savarin aussi, et d'autres et d'autres. Et c'est très important.
Et c'est d'autant plus important qu'aujourd'hui, et c'est pour ça que cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO du repas gastronomique des Français, et non pas de la gastronomie, est important parce que si ça n'avait pas été fait, si certains ne s'étaient pas battus pour le faire, aujourd'hui, on serait très fortement, on l'est déjà, très fortement, remué par une restauration qui n'a rien à voir avec celle que l'on a inscrite et défendue. Et c'est une restauration déstructurée avec ce qu'a fait Escoffier, une entrée, un plat, un dessert, commence à ne plus exister. On mange qu'un plat, une entrée ou une entrée, un dessert. Et nous, en tant que praticiens, on le voit ça. Et qu'est-ce qui fait que ça se maintient, que ça tient encore, bien qu'il y ait beaucoup de restaurants qui disparaissent, mais que ça tient, c'est effectivement tout ce qui a été écrit. Et cet écrit-là, ces bonnes pratiques, ces pratiques, comment on fait une sauce, comment on mélange ceci avec cela, et pas autrement d'ailleurs, et pas autrement, c'est important que ça soit écrit. Et donc on n'est plus sur une transmission orale, mais c'est une transmission écrite qui a été très importante. Et je pense que ça va beaucoup, beaucoup nous servir entre cette inscription au patrimoine immatériel de l'UNESCO du repas gastronomique des Français et la base écrite, les guides culinaires et autres. Et je ne parle pas des livres de cuisine, je parle des guides culinaires. Ça n'a rien à voir. Je pense qu'on pourrait en parler longtemps. Il y a beaucoup de chefs qui font paraître des guides. Bon. Mais si vous ne savez pas faire, eh bien, vous n'y arrivez pas. Donc le guide culinaire comme source de cette codification, comme assez indispensable pour pouvoir apprendre effectivement les gestes. Mais quand même, il a été écrit à une époque, avec des dosages d'une époque, avec un emprunt d'une époque. Comment on le revisite, comment on met un peu moins de crème en fait. Non, mais je crois que ce qui est la force du guide culinaire et d'Auguste Escoffier, je pense qu'Alain serait d'accord avec moi, c'est qu'il y a deux. Il y a évidemment la vision d'un chef à son époque, et Auguste Escoffier avait déjà modernisé la cuisine en allégeant les sauces, en enlevant beaucoup d'artifices aux produits pour retrouver un produit. Mais évidemment qu'à son époque, ça n'a rien à voir avec ce qui se fait aujourd'hui. Mais il a surtout écrit les bases. Et quand vous connaissez les bases, vous faites ce que vous voulez après. Et je dirais que c'est ça sa force, c'est d'avoir créé les bases de la cuisine qui permet à toutes les gastronomies. Moi, on est dans 40 pays, on va dans le monde entier. Dans le monde entier, le guide culinaire est traduit en 12 ou 13 langues aujourd'hui parce que tous les chefs peuvent s'en servir. Après, c'est une base de travail et qu'évidemment, Auguste Escoffier lui-même, entre les 3 versions qu'il a écrites, a enlevé des recettes en disant entre ce que j'ai écrit en 1903 et ce qui est valable en 1912, il faut enlever ces recettes parce qu'elles sont plus d'actualité aujourd'hui. Et c'est ça, je crois que c'est là où la force de l'homme par rapport à d'autres qui étaient largement aussi bons cuisiniers, mais qu'on peut être plus figé que lui une époque. Et c'est ça qui est intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure sur le repas gastronomique des Français. Cette perpétuelle évolution, cette nécessité de le faire vivre. Il a écrit, excuse-moi, il a écrit une phrase qui est formidable, c'est que la cuisine évoluera en même temps que la société. Quand vous dites ça, vous avez tout écrit. Et effectivement, à la fois lucidité et puis et visionnaire. On l'avait dit, c'était aussi un philanthrope. Et alors c'est pas l'anecdote parce qu'en même temps ça illustre aussi le type de dossier qu'il faut présenter lorsqu'on candidate sur une liste du patrimoine culturel immatériel. C'est parfois, alors c'est moi qui le dis, parfois un peu scolaire. Et nous étions autorisés à présenter 3 ouvrages. J'y viens parce que finalement on se demandait comment on allait montrer, essayer d'expliquer ce qu'est le repas gastronomique des Français avec 3 ouvrages. Donc cette nécessité d'illustrer le souci de codification des recettes, on avait pris le dictionnaire gastronomique Larousse, une sorte de, oserais-je, une Bible qui était un des ouvrages. Un autre qui parlait plutôt des manières de table, et donc qui permettait de montrer aussi l'évolution de société, de façon d'être à table, de se tenir à table. Et le troisième, qui, moi, me fait le plus plaisir d'une certaine manière, qui était le Tour de Gaulle d'Astérix et Obélix, qui était aussi une façon de montrer que c'était populaire et qui était aussi une façon d'expliquer voilà, le goût des Français, et pas uniquement du Gaulois récalcitrant dans son petit village, mais également cette dimension véritablement populaire et partagée.
et qui est donc recréé en permanence, comme ça a été dit. Une partie de la recréation en permanence, elle est essentielle. Donc on a parlé des communautés tout à l'heure, on a parlé et un autre point vraiment essentiel, de l'identité partagée d'un élément du patrimoine immatériel. Et c'est aussi quelles mesures, comment allez-vous assurer la viabilité de l'élément inscrit. C'est vrai pour un certain nombre dans d'autres domaines, que ce soit la tradition équestre française, que ce soit le carnaval de Granville ou autre. Et pour ce qui est du repas gastronomique des Français, il a fallu aussi se poser la question de savoir comment on allait assurer la viabilité par des mesures d'éducation et aussi par des mesures dites grand public ou plus populaires. Parmi d'entre elles, et on a le représentant du projet qui doit émerger d'ici 2 ans aux abords du marché de Rungis, la cité de la gastronomie. Alors, peut-être, Bruno, tu peux nous dire un peu un mot du principe de la cité de la gastronomie et surtout comment elle va s'incarner tout près d'ici, comment elle va s'incarner aux abords du marché de Rungis, sur la ligne 14, à la station Chevilly-la-Rue, cité de la gastronomie. Oui, elle va s'appeler Cité de la gastronomie quand il y aura la Cité de la gastronomie. Absolument. Pour l'instant, elle s'appelle Chevilly-la-Rue, marché international, même pas de Rungis. Mais voilà. Donc, oui. Enfin, tout ce qui a été dit, bien sûr, le président de la République de l'époque, donc Nicolas Sarkozy, disait il faut maintenant matérialiser ce qui est immatériel, donc on va créer des cités de la gastronomie. Donc son successeur, bien sûr, voilà, a continué et 4 lieux ont été choisis: Tours, Lyon, Dijon et Lutèce, Rungis. Donc pour le Tour de Gaulle d'Astérix et Obélix. Et donc Lutèce, Rungis, ça a été le plus compliqué à mettre en place, puisque effectivement Tours est sorti de terre très rapidement, Lyon, voilà, on sait, et Dijon également. Maintenant, c'est à Paris, Rungis, de le faire. Pour tout ça, il a fallu trouver un lieu. Ce lieu, c'est 7 hectares au pied du marché de Rungis, sur la commune de Rungis, ce qui explique que je suis là et pas le président Léani, mais qui bien sûr participe grandement à ce projet avec nous. Il était là jeudi. Il était là jeudi, et puis de toute façon, il est toujours avec nous et derrière nous. Donc voilà, mais pour l'instant, la Sémaris n'était pas encore rentrée dans la danse, mais elle y rentre, puisque ce lieu va être matérialisé au pied du marché de Rungis avec un bâtiment totem qui va reprendre tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire tout ce qui a été dit jusqu'à présent. Dans ce bâtiment, on aura à la fois de la gastronomie, mais pas que de la gastronomie française, mais de la gastronomie d'une façon un peu plus générale. Et puis, vous parliez tout à l'heure des diasporas et tout ça. Il ne faut surtout pas oublier ça, surtout en plus à Paris, je pense, enfin à Rungis. Bien sûr, une grosse partie culturelle. On a mis une grosse partie culturelle où des expositions permanentes et des expositions temporaires autour du thème de la gastronomie verront le jour. Une partie non négligeable sur la formation. Tu le disais tout à l'heure, Alain, il y a beaucoup d'autodidactes, mais il y a aussi beaucoup de gens, bien évidemment, qui se forment dans les différentes écoles hôtelières, et Dieu sait s'il y en a. Et donc ce lieu-là pourra être aussi un lieu de regroupement de ces écoles-là. Et donc dans ce bâtiment, symbole de la cité de la gastronomie, enfin symbole, pardon, du repas gastronomique des Français, on aura effectivement tous ces thèmes-là qui seront réunis, avec autour un grand quartier. Alors quartier où il y aura à la fois des logements étudiants, de la formation, et puis je crois rien révéler, puisque le siège de la Sémaris, le siège du marché de Rungis, sera transféré à cet endroit-là. Et donc pour le coup, voilà vraiment un lieu qui sera en région parisienne, sur la ligne 14, à 20 minutes de Paris, un lieu vraiment symbole de la gastronomie. Avec évidemment toute la puissance publique qui a suivi ce projet-là, puisque la région Île-de-France est partenaire, la métropole du Grand Paris est partenaire, l'État est partenaire avec le ministère de la Culture et de l'Agriculture, et puis le département du Val-de-Marne et les différentes villes autour, dont la ville de Rungis est partenaire très fortement financièrement de cette cité de la gastronomie construite sur notre territoire. Donc rendez-vous est pris pour aller arpenter un lieu dans lequel on pourra émerveiller nos papilles, évidemment, parce qu'il faudra goûter, il faudra manger, il faudra trouver, réfléchir aussi, stimuler nos hémisphères droit et gauche, former ou apprendre, j'imagine. Enfin, je pense à des espaces de formation, des espaces de dégustation, de divertissement. Voilà, on peut aussi se cultiver en
Tout à fait. en s'amusant, et tout ça à moins de 20 minutes de la À grande 20 minutes bibliothèque de Paris, de la grande bibliothèque. à 30 minutes de Châtelet au final. Et puis voilà, donc, et ce lieu va voir très rapidement le jour, puisqu'il faut parler de choses pragmatiques et concrètes. Les permis de construire seront déposés le mois prochain. Et donc, voilà, ils seront instruits et la première pierre certainement posée à l'été prochain. En tout cas, c'est ce qu'on espère et ce qu'on souhaite. Et avec la première pierre, Pierre propose d'avoir véritablement une belle politique de préfiguration Ouais. avec des expositions, avec des ateliers pour les enfants, avec tout ce que Exactement. l'on verra par la suite. Ouais, et puis on en parlait tout à l'heure par rapport aux tableaux qui sont là-bas, mais faire un vrai teasing de cette cité de la gastronomie que tout le monde attend, mais tout le monde se dit c'est l'Arlésienne, on la voit pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est compliqué en région parisienne. Toutes les strates administratives font que c'est moins facile qu'ailleurs, pour le coup. Et donc, voilà, il a fallu acheter les terrains, il a fallu faire tout ça. Ça a pris 15 ans, presque 15 ans, enfin moins de 15 ans, mais voilà, et ça a pris une dizaine d'années pour concrétiser tout ça. Alors, nous n'avons malheureusement pas nos représentants de Lyon ici ou de Dijon, mais peut-être qu'on peut dire un mot sur le programme, pour le coup, culturel, et pas forcément de la Villa Rabelais à Tours. Oui, puisque donc la Villa Rabelais à Tours est on pourrait dire, en simplifiant, la cité de la gastronomie tourangelle. Je dis en simplifiant parce que c'est la ville de Tours qui a ce label de cité de la gastronomie, mais c'est la Villa Rabelais donc, qui fait vivre ce label précisément à travers un lieu plus modeste en dimension que ce que sera, faut l'avouer, que ce que sera la cité de Rungis. Mais tellement belle, la Villa Rabelais, Merci, tellement belle. merci, bien joué. Non, mais c'est vrai que c'est un beau lieu qui maintenant en plus bénéficie, j'allais dire, de l'expérience de l'institut auquel j'appartiens, l'Institut européen d'histoire et des cultures de l'alimentation, qui existe depuis maintenant une vingtaine d'années. Et en fait, on mène des actions au sein de la Villa Rabelais, à la fois universitaires, on organise des colloques universitaires, on pilote une collection qui s'appelle Table des Hommes, d'ouvrages universitaires, et des actions tournées vers le grand public. Par exemple, on organise prochainement notre manifestation annuelle qui s'appelle les Rencontres François Rabelais. Donc ce sera la première semaine de novembre. 4, 5 et 6 novembre. Absolument, qui sera consacrée aux patrimoines alimentaires. Vous voyez, tout est raccord, tout fait sens, c'est magnifique. Et donc, autour des patrimoines alimentaires, on a cette année, c'est le thème donc, de ces Rencontres François Rabelais, qui est justement une interface entre grand public, critiques gastronomiques, journalistes, universitaires, artisans, chefs, enseignants de lycées hôteliers, qui permet justement de les faire discuter ensemble autour de thématiques. Ça peut être les nouvelles tendances culinaires, ça peut être tout un tas d'autres sujets. Et donc cette année, autour des patrimoines alimentaires. Donc on a cette double casquette, j'ai envie de dire, à la fois très universitaire et à la fois très grand public, et précisément l'idée étant de faire articuler les deux. Par exemple, on avait piloté l'inventaire du patrimoine culinaire de la région Centre, qui est en fait qui s'inscrit dans une encyclopédie d'un inventaire du patrimoine culinaire de la France, qui a été lancé à la fin des années 80, publié chez Albin Michel. Nous, on a piloté le volume région Centre. C'est un bon exemple de ce qu'on peut faire, c'est-à-dire ce sont des universitaires qui ont piloté cet inventaire, mais c'est précisément destiné au grand public pour que, en l'occurrence, les gens de la région Centre s'approprient, connaissent, découvrent eux-mêmes leur patrimoine alimentaire, si vous voulez. Donc voilà, c'est un peu ça les actions que nous menons. On a toute une programmation culturelle au sein de la Villa Rabelais, autour d'ateliers, avec ce fil rouge d'ailleurs, c'est vrai, de découverte des patrimoines alimentaires. C'est quand même ça qui structure l'ensemble de nos actions, qu'elles soient, encore une fois, académiques ou grand public. Merci. Alors, et tout ça, on le trouve sur le site du Village international de la gastronomie, avec tous les liens pour aller notamment sur le programme de la Villa Rabelais, comme des autres cités de la gastronomie. Il y a un point sur lequel on est passé peut-être un petit peu vite tout à l'heure dans les différentes étapes nécessaires, voire indispensables, pour accéder au Graal de l'UNESCO. Mais il n'y a pas que le Graal de l'UNESCO, puisque, on l'a bien vu, en fait, derrière une candidature, c'est s'assurer que le patrimoine que l'on défend et que l'on aime et que l'on apprécie puisse être transmis de génération en génération, recréé. Et donc, il faut préalablement être reconnu dans son propre
pays et font donc préalablement être inscrits sur les listes de l'inventaire national. Inventaire national qui aujourd'hui compte X éléments et combien sur les patrimoines dits alimentaires, Lily? On est à plus de 550 éléments à l'inventaire national du patrimoine culturel et matériel, et je serais bien incapable de dire le nombre lié aux pratiques alimentaires, puisqu'elles sont souvent à la jonction d'autres types de pratiques. Donc on peut avoir des pratiques sociales qui ont une composante alimentaire. On a certaines pratiques qui sont plutôt dans le domaine des savoir-faire. Donc par exemple, les savoir-faire des paludiers pour le sel de Guérande, d'autres qui sont liés au fait du piment d'Espelette. Donc on a une grande proportion d'éléments inclus à l'inventaire national qui sont liés à des pratiques alimentaires ou qui ont un volet alimentaire. Ce qui est important de savoir, c'est que le ministère de la Culture est dans une démarche de valorisation de cet inventaire national. On a une grande campagne de communication qui est en cours avec un agenda national qui permet à tous les porteurs d'un élément qui est inclus à l'inventaire national d'inscrire toutes les activités qu'ils organisent en lien avec la sauvegarde de leur élément. Donc par exemple, si on prend l'exemple des paludiers, s'ils organisent une journée porte ouverte, démonstration des savoir-faire, ils peuvent le mettre sur cet agenda qui est sur le site internet du ministère de la Culture. Au niveau des listes de l'UNESCO, en France, on a 30 éléments et programmes qui ont été reconnus à l'UNESCO. Donc vous voyez, il y a vraiment une proportion très différente. On a plus de 550 et uniquement 30 à l'UNESCO. Mais tout ce qui est à l'UNESCO doit au préalable être à l'inventaire national. Dans nos inscriptions sur les listes, nous avons 2 pratiques liées principalement aux pratiques alimentaires, le repas gastronomique des Français, les savoir-faire traditionnels et la culture de la baguette de pain. Et on a aussi des pratiques qui ont des volets alimentaires comme la culture foraine avec tout ce qui est aliments de la fête foraine, barbe à papa, pommes d'amour et ainsi de suite. C'est un domaine qui est en pleine expansion. On a des difficultés à répondre aux demandes, puisqu'on a un phénomène de boule de neige avec des nouvelles reconnaissances qui font prendre conscience du caractère patrimonial et culturel de pratiques de certaines communautés. Donc, par exemple, on va avoir la reconnaissance de la découpe bouchère qui, quand elle est incluse à l'inventaire national, va provoquer dans d'autres professions le souhait également de rentrer dans cette démarche de patrimonialisation. C'est un instrument qui est très utile, l'inventaire national, parce que c'est un outil de diagnostic sur une pratique à un moment donné et aussi de programmation pour le futur. Que va-t-on faire maintenant qu'on est considéré comme du patrimoine ? Quelles sont les mesures de sauvegarde qu'on va mettre en œuvre ? Je pense par exemple à M. Fontaine qui a dû faire toute cette réflexion autour des pratiques sociales des bistrots et des cafés en France. Donc il y a un aspect réflexif qui est très important dans cette démarche. De quoi s'agit-il, Alain, sur les cafés et bistrots inscrits à l'inventaire national à l'automne dernier? Oui, tout à fait. Durant l'été, pardon. En juin 2024, mais annoncé officiellement en septembre 2024. Donc, il y a un an, grosso modo, il y a un an, ça a été annoncé. Donc oui, il faut mettre des mesures de sauvegarde parce que ces pratiques sociales et culturelles dans les bistrots et cafés en France, qui sont dans la thématique pratiques sociales et rituelles. Donc c'est la première thématique. On nous trouve facilement. On est dans la première thématique. Il y en a 7, je crois. Et on est dans la première thématique. Et il faut des mesures de sauvegarde parce que il faut, quand on sauvegarde quelque chose, ça veut dire que c'est un peu en danger quand même, qu'il y ait des menaces concrètes. Et sur les bistrots et les cafés en France, il y en a une nombreuse, entre 508 000 en 1900 et moins de 40 000 en 2025, on peut considérer qu'on est menacé. Les menaces, on ne pourrait pas les évoquer ici. On a pour jusqu'à 22 heures. Mais le village ferme à 23 heures. Voilà, oui, mais non. Il faut trouver des solutions, il faut trouver des choses qui sont efficientes, et c'est en particulier la formation, car tenir un bistrot, un café est quelque chose de passionnant. Ça vous prend une vie, vous élevez des fois vos enfants dans ce bistrot et ce café, mais en même temps, il faut créer des vocations. Et dans la formation,
Alors, comme l'a dit tout à fait Bruno, on a plein de CFA, plein de lycées hôteliers. On va avoir une cité gastronomique. Et je suis prêt à parier qu'il n'y a pas de formation bistrot et café. Ça a disparu. Et donc, première des sauvegardes, c'est de remettre de la formation pour transmettre ce savoir-faire. Après, vous avez une autre mesure de sauvegarde, c'est de créer une loi pour que les municipalités puissent très très vite préempter ces fonds de commerce. Je vais vous donner un chiffre qui va être édifiant. 21 000 communes sur les 35 967 n'ont plus de commerce du tout. Ce qui veut dire de facto plus de bistrot, peu de café. Donc ça veut dire que plus de 50% des communes ont vu disparaître leur bistrot et le café, donc on essaie de se battre. Et la troisième mesure, elle a démarré, mais on attend que la culture l'officialise. La première journée nationale des bistrots, cafés et terrasses qui a eu lieu le premier jeudi du mois de juin. Et on voudrait, comme la journée des patrimoines, comme la fête de la musique, que ça soit instauré. Voilà 3 mesures de sauvegarde qui sont essentielles pour que ce savoir-faire que sont les bistrots cafés et qui appartient à 67 millions de Français, très clairement, comme nos repas gastronomiques, soit inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité. Mais pour ça, il faut le sauvegarder parce qu'on ne sauve pas un patrimoine qui n'est pas vivant. Rendez-vous est pris pour donc le premier week-end de juin, c'est ça, de 2026. Je le souhaite. Allez, écoute, on peut y travailler. C'est-à-dire que on le sait aussi, cette reconnaissance, mais à l'échelle nationale, nous oblige tout autant. Et de la même manière, ces mesures de sauvegarde, elles doivent effectivement exister le plus rapidement, si j'ose dire, possible. Pour ce qui est, je reviens à la Cité de la gastronomie de Paris-Rungis. Elle va ouvrir, il y a la formation. On a une idée dans la formation ou des grandes expos auxquelles on pense. Allez, rêvons. Cher Bruno, on peut rêver. On arrive au métro. Là, on est en 2028. J'espère en 2028. Ah, aussi 2028. Là, allez, on est le 12 septembre 2028. Ouais, pas mal. Le 11 septembre, c'est le jour de mon anniversaire. C'est pas mal ça. Comme ça, on pourrait fêter un anniversaire. Ça serait top. Ouais. Donc, on sort du métro parce qu'on est venu en métro. Et qu'est-ce qu'on va voir? Comment on va... On va voir un petit peu ce que... Comment ça va s'incarner? Pas un petit peu, on va voir à coup sûr ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire un bâtiment qui sera donc la cité de la gastronomie Paris-Rungis. Et dans ce bâtiment, plusieurs choses, dont un élément culturel important, puisqu'on aura plus de 4000 mètres carrés d'exposition. Donc... une exposition qui va être une exposition permanente et donc ceux qui ont gagné cette partie culturelle, on est en train de travailler avec eux pour voir quelle va être cette exposition, la première qui sera faite. Et puis après, on espère bien pouvoir, avec les différentes autres cités de la gastronomie en France, celle de Tours, de Dijon et donc de Lyon, de pouvoir s'échanger un peu les expositions. C'est une volonté profonde d'ailleurs de la cité de Dijon, de dire voilà, nous on a une exposition, il nous tarde que vous soyez là, que vous puissiez nous la prendre. Toutes ces expositions auront pour thème la gastronomie avec un grand G d'une façon générale, mais quelle sera la première, je ne sais pas encore. Parce que voilà, mais il y en aura une, c'est sûr. Et puis la formation, voilà, là aussi c'est en discussion de savoir quelle école pourrait venir et s'implanter de façon permanente sur ce lieu-là. Les écoles sont beaucoup implantées dans Paris, mais on sait qu'aujourd'hui l'immobilier dans Paris est compliqué. À Rungis, c'est beaucoup plus facile. Et la ville facilitera toutes ces implantations-là. Donc voilà, on espère bien avoir une école qui va venir matérialiser tout ça, quoi. Voilà. L'invitation en tout cas est lancée. Et peut-être qu'une de ces expositions ou ces événements pourrait être une invitation à célébrer les trésors gastronomiques du monde comme on en a parlé dans la précédente table ronde et comme on peut le vivre et en faire l'expérience ici pendant le village international de la gastronomie. C'est aussi une des possibilités que d'avoir de pouvoir découvrir le monde entier tout en restant à Paris-Rungis. Évidemment, et on espère bien que... Alors, on ne va pas transférer le village de la gastronomie, celui-là, là-bas, parce qu'on m'en voudrait. Je ne sais pas si Anne-Laure est par là, mais bon, elle m'en voudrait beaucoup. Et puis, comme tu me l'as dit, il y a quelque chose qui attire beaucoup. Ici, c'est la Tour Eiffel, mais nous, on a le marché de Rungis, qui est encore peut-être plus puissant que la Tour Eiffel. Et au moins autant connu dans le monde. À n'en pas douter. C'est sûr.
Est-ce que à ce stade de la conversation, vous avez des remarques, des questions à formuler sur tous ces différents sujets qui ont été évoqués? Cher monsieur, il faut se présenter avant, s'il vous plaît. Ah oui, alors pour se présenter, il faut se lever, je crois. Oui, oui, c'est mieux. Oui, ok. Je crois que... Alors, je suis créateur de la marmite d'or des cuisines du monde. Donc, Rungis nous a soutenus pour la 17e édition. Et que Christian, j'ai rencontré Christian, on va parler de ça. Mais ma question, depuis toujours, c'est la question de la transmission. Et je m'adresse donc à vous autres. Quels sont les dispositifs que vous mettez en place pour transmettre ce patrimoine-là mondial au niveau des primaires, je veux dire des classes de CM2, parce que c'est important. Il faut que l'enfant grandisse avec son histoire autour, n'est-ce pas, du patrimoine culinaire. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est à la fois une question très très large, mais très précise pour le CM2, qui est spécialiste. Christian. Alors, moi, je ne vais pas répondre, mais parce que je pense que là, ça a été évoqué avec Alain, avec Bruno, avec Christian aussi. Mais me souvenir du combat que mène Guillaume Gomez, l'ancien représentant personnel du chef de l'État, qui dit évidemment que l'école. Alors, on demande beaucoup à l'école, on demande énormément à l'école, mais on demande d'enseigner les langues et les mathématiques et d'appréhender l'altérité. Mais est-ce que la cuisine ne permet pas tout ça aussi? Est-ce qu'on ne peut pas aussi apprendre les saisons, apprendre la géographie, apprendre l'histoire avec la circulation des aliments, avec les différents modes de consommation, avec la cantine ou la restauration scolaire? Enfin, tout ça sont effectivement, cher monsieur, et vous avez parfaitement raison, un des leviers essentiels. Et les cours de cuisine à l'école sont absolument nécessaires. En tout cas, c'est ce que moi je porte volontiers. Oui, et puis je crois qu'on pourrait avoir Olivier Chaput qui pourrait nous rejoindre avec les enfants cuisine. Je crois que la cuisine, elle s'apprend déjà à la maison. Et c'est peut-être un des gros problèmes aujourd'hui, c'est que il faut aussi que les... Parce que moi, j'ai fait toutes les versions de la cuisine dans ma vie professionnelle, de la gastronomie à la restauration collective. On me disait toujours, oui, mais est-ce que vous nourrissez bien les enfants? Je disais, oui, on les nourrit bien, mais est-ce que vous les nourrissez bien? Parce que si on n'apprend pas, on sait que le goût se développe dans les premiers mois de l'existence. Si on ne fait pas goûter avant 1 an du roquefort, des légumes, des fruits aux enfants, c'est fini, c'est trop tard après. Après, faut pas attendre de l'éducation plus que ce qui est valable dans les familles. Et puis après, c'est ce que l'on fait dans nos associations, c'est de transmettre la gastronomie, les savoirs, c'est les concours qu'on organise pour les jeunes, c'est toute la richesse de la gastronomie, et on le voit aujourd'hui dans le village de la gastronomie. Il ne s'appelle pas pour rien village de la gastronomie, et je crois qu'on est tous des acteurs impliqués et fabuleux pour transmettre ces valeurs. Et si je peux compléter, on a des mesures de sauvegarde dans le cas du repas gastronomique des Français qui sont destinées justement aux plus jeunes. Il y a notamment un livre qui a été édité, un livre jeunesse qui présente le repas gastronomique des Français. Et il y a également des activités qui sont destinées aux enfants et aux familles dans les cités internationales de la gastronomie, notamment à Dijon. On a également des initiatives qui sont liées à une présentation plutôt culturelle des pratiques alimentaires, comme par exemple l'exposition qui a eu lieu à la Cité internationale de la bande dessinée à Angoulême, qui était consacrée à bande dessinée et nourriture, où ils avaient couvert vraiment tous les types de bandes dessinées, que ce soit des mangas à des bandes dessinées plutôt franco-belges. Donc on peut aussi sensibiliser les plus jeunes en dehors du système scolaire et au niveau de tout ce qui est politique culturelle. En France, on a tout le programme d'éducation artistique et culturelle qui peut englober les pratiques alimentaires. Merci. Alain, je t'en prie. Alain Fontaine. Il faut juste une fois de... 1, 2, c'est bon. Bruno a fait le boulot.
Comme d'habitude, il fait le boulot. Non, sur la transmission, c'est très important, mais à savoir que cette inscription au patrimoine immatériel de l'humanité, c'est un des outils, bien évidemment, mais c'est un des outils et il en faudra d'autres. Et je ne sais pas comment ça peut se passer, mais je sais ce qui nous menace. Et pour évaluer nos forces, pour bien transmettre, il faut savoir ce qui nous menace. 1, la malbouffe nous menace. 2, vous avez effectivement des gens qui considèrent que ce pays de la gastronomie est une proie facile pour déstructurer nos repas, pour faire que l'on mange mal et pour que nos enfants mangent mal. Alors, est-ce que dans les écoles, ça peut suffire ? Je dirais, ça peut suffire, mais pas encore assez. Pourquoi ? Parce que on aura beau faire tout ce qu'on veut dans les écoles, dès qu'ils sortent de l'école, ils se retrouvent avec des sollicitations de chaînes autres et autres qui font qu'ils se dirigent vers les chaînes. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les foyers ? Nous, on a effectivement, j'ai l'habitude de dire que la cuisine, ce n'est que de la mémoire. Tu as raison, ma mère et ma grand-mère m'ont appris la cuisine. Mais aujourd'hui, si vous voulez, tant mieux, les femmes ont investi le monde du travail. Et nous, les bonhommes, on n'a pas su investir la cuisine qu'elles nous ont laissée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand les enfants arrivent et que nous, enfin pas moi parce que j'arrive à faire la cuisine à mes enfants, mais la majorité des papas ne savent pas nourrir leurs enfants. Et on fait recours à quoi ? On téléphone, on ne va pas donner les marques, mais on se retrouve avec des pizzas, on se retrouve avec des hamburgers, enfin, plein de choses qui arrivent à la maison. Et je ne vous parle pas des sushis. Que mes filles, c'est un véritable combat que j'ai contre elles. J'ai 5 enfants, voilà, mais elles sont sollicitées des prospectus, des machins, des trucs. Il y a des modes. Et donc, si vous voulez, tout ce qu'on pourra apprendre à l'école, il va falloir que l'État, la force publique, communique sur la restauration traditionnelle. Il va falloir qu'on communique aussi sur le rôle du foyer. Parce que ce repas du foyer, ce repas de la famille, et c'est là où ce repas gastronomique, cette inscription est importante, il permet de souder la société, de souder des familles. Et le problème, c'est que le monde moderne a déstructuré les familles et a déstructuré évidemment le repas, mais sur le repas du soir en particulier, puisque les enfants mangent à la cantine plutôt bien, ils mangent dans la majorité des cas plutôt bien. Des sociétés comme Elior et autres ont fait du très bon boulot. Et je dirais que si on doit parler de fait maison, on peut en parler déjà dans la restauration collective, mais ce qui se passe dans nos maisons, comme disait ma grand-mère, si on soulevait le toit des maisons, on verrait ce qui se passe. Ce qui se passe dans nos maisons est très grave parce que c'est là où ça se passe. Il n'y a plus de transmission. On parle de transmission. Il n'y a plus de transmission de la mère et de la grand-mère parce que nous, les bonhommes, je parle de nous, les hommes, on n'a pas fait le boulot. Bon, écoutez, on n'a qu'à applaudir parce que c'est quand même un manifeste qui est lancé de la part de Alain Fontaine. Il a à la fois parfaitement raison. Juste, nous allons avoir juste après nos amis transalpins, nos amis d'Italie qui vont enchaîner sur tout ce qu'on n'a pas osé demander, sur l'agriculture italienne ou l'agroalimentaire. Mais il faut savoir, nous Français, pouvons aussi faire des très bonnes pizzas nous-mêmes. Donc voilà, hein, d'accord. Donc c'est la partie mondialisation, la partie plutôt industrialisation de l'alimentaire. Sur ce point, on va laisser la parole. Je vous encourage vivement, parce que là on a des débats avec des intervenants, je crois, assez uniques. Je vais juste en profiter pour remercier chacun d'entre mes intervenants d'avoir accepté de participer, de partager à la fois ces connaissances, je le rappelle, une plateforme, un agenda du patrimoine immatériel disponible sur le site du ministère, des fêtes et des dîners d'Épicure avec une célébration dans un mois jour pour jour à Villeneuve-Loubet, la Villa Rabelais et son programme culturel et scientifique qui se développe, le rendez-vous 2028, mais même avant, à Rungis, on peut y aller bien avant évidemment, et puis la fête du bistrot en juin, et puis tout ce qui est fait à travers la newsletter, la lettre d'information,